Donc on est parti. Donc normalement il y a du son. Donc musique de Pac-Man, hein, désolé. Vous entendez le son là? C'est bon? Donc voilà, quand on est ici. Donc quand on est ici, ils ne peuvent plus nous attaquer. C'est une faille dans le jeu. Et si vous remarquez, ils changent les yeux avant de tourner. Bon, voilà quoi. Donc, je vais vous parler d'émulation, et notamment... Oh, c'est un peu fort ça? Ça va? Je vais vous parler d'émulation. Alors, au début, on analyse du hardware. Alors ça, tout le monde n'est pas forcément capable. Ensuite, on code un truc. Et ça, tout le monde n'en est pas forcément capable non plus. Mais à la fin, on obtient ça. Et ça, tout le monde comprend que c'est un jeu. C'est ça qui est très cool avec l'émulation. C'est que c'est un mélange. On fait du hacking, et à la fin, on obtient des jeux. Donc c'est très cool parce que d'un côté, tout le monde apprécie votre résultat, c'est un peu comme le jailbreak. Mais d'un autre côté, vous avez aussi plein de commentaires de gens qui ne comprennent pas trop comment ça marche. Mais disons que c'est très cool. Alors moi, je vais vous parler de jeux d'arcade. Donc les jeux d'arcade, par opposition aux jeux de console, c'était ça, les jeux vidéo dans les bars. Alors le modèle économique, c'était que si vous mettez une pièce, la pièce, elle va dans l'argent, dans la poche de l'opérateur, pas du fabricant. Donc pour que le jeu d'arcade ait du succès, il fallait vraiment qu'il ait quelque chose d'exceptionnel pour que vous mettiez la pièce dans ce jeu-là et pas dans le jeu d'à côté. Donc le problème, notamment, c'est qu'il fallait que le jeu soit exceptionnel d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était souvent tout dédié, c'est-à-dire le hardware était dédié, le software était dédié, et le fabricant contrôlait même la borne. Donc là, par exemple, vous avez un contrôleur avec plein de boutons et de directions. Au contraire, là, vous avez juste 4 directions, même pas les diagonales et même pas de boutons. Mais c'était fait pour. Donc un jeu d'arcade, pour avoir du succès, ça devait d'être exceptionnel d'une façon ou d'une autre. Et il était vraiment fait par des gens qui contrôlaient tout de A à Z. Donc, par exemple, si on regarde ça, on voit deux choses importantes. Donc déjà, le cheval, il disparaît avant d'être touché par le laser, très important. Mais si on regarde la ligne, ben en fait, ce n'est pas une ligne, parce que le hardware était incapable d'afficher une ligne. Et au contraire, tous les graphismes du jeu étaient coupés en petits morceaux. Et ensuite, le processeur, il se contentait de donner la liste des petits morceaux, des petits rectangles. Et il y a un processeur dédié qui affichait tous les rectangles lui-même. Donc, avec un système comme ça, on a une qualité d'animation très très bonne, mais d'un autre côté, il est incapable de dessiner, le processeur ne peut même pas dessiner une ligne à l'écran. Alors on va voir quelques systèmes d'arcade. Donc par exemple, Night Driver, un des premiers jeux d'arcade de course en 76, était inspiré d'un jeu de course allemand de 75. Et si vous voyez, c'est une vingtaine de cartes, rien que pour un seul jeu. Là, on a le son? Vous entendez le son ou pas? Ça y est, le son est encore parti. Il faut le laisser on. Hein. Bon, c'était un des premiers jeux. Bon, j'ai cru l'entendre, mais bon. C'était un des premiers jeux avec synthèse vocale, donc désolé. Donc, c'est un jeu qui parlait, et à l'époque, numériser un seul mot, ça coûtait 1000 $. Donc, c'était un jeu exceptionnel. À ce niveau-là, il faisait du bruit et il parlait aux joueurs. Ils ont même fait une version allemande, et l'histoire ne dit pas si les mots allemands coûtaient plus cher, parce qu'en général, ils sont plus longs. Sinon, Dragon Slayer, juste après sorti sur Mario Bros, c'était un jeu qui utilisait le Laserdisc, pardon, ça marche plus. Voilà, le Laserdisc, donc c'était une technologie tout à fait récente pour avoir un dessin animé interactif. D'ailleurs, ces lecteurs n'étaient pas prévus pour ça, et ça les flinguait, mais c'était quelque chose d'incroyable à une époque où les graphismes étaient encore très primaires. Si on regarde Outrun, on voit qu'il y a la possibilité d'avoir deux routes en même temps, et pour ça, ils se sont dit, tiens, il faut afficher une deuxième route à l'écran. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un deuxième processeur. Et donc, deux cartes mères, deux processeurs, des composants vidéo incroyables pour faire des zooms super. Donc, c'est vraiment un boulot incroyable pour faire un jeu qui était génial d'ailleurs. Mais vraiment, tiens, on va afficher une deuxième route, on a besoin d'un deuxième processeur principal. Parfois, ce n'était pas l'électronique qui était incroyable, c'était la borne. Donc, vous avez à peu près tous les sports. Et celui-là, c'est du house-poking. Bon, je vous laisse deviner l'intérêt, c'est à voir. Ou sinon, le fameux R360 qui tournait le joueur dans tous les sens, même la tête à l'envers. Encore un truc incroyable. Donc, le jeu était sympa déjà, on voit Afterburner. Mais en plus, vous vous retrouvez carrément la tête en bas. Ou alors, parfois, c'était l'écran, donc là, un écran hémisphérique, ou là, un double écran widescreen pour avoir vraiment une qualité de gameplay qu'on ne pourrait pas avoir à la maison. Alors, par rapport à ça, évidemment, même si les jeux étaient complexes, comme ces jeux étaient super, il y avait un piratage d'un niveau super. Et donc, notamment, à partir du moment où le jeu n'avait pas une électronique trop compliquée, il se retrouvait avec il s'est trouvé avec des versions pirates. Si l'électronique n'est pas complètement dingue, tous les jeux avaient la version pirate. Donc ça, c'est des versions pirates de jeux
mais la plupart du temps, ils faisaient juste une version pirate. Là, parfois, ils modifiaient même le titre. Donc, mon préféré, c'est Darth Vader, là en haut, qui devient Space Invaders. Ou alors, au contraire, vous avez Metal Slug 3 et le hack. Le hack de Metal Slug 3, c'est Metal Slug 6. Pas mal. C'est juste un hack de visuel. Et puis, parfois, ça allait plus loin. Donc, par exemple, ce jeu Dragon Ball, bon, ça a l'air sympa, bon, ok. Mais en fait, c'est juste un hack graphique de ce très bon jeu, Ninja Gaiden. Ou alors, celui-là, Snow Bros avec du football, ben en fait, c'était juste un hack graphique de Snow Bros 1. Et puis alors là, Bubble Bobble avec des femmes en décor. Je comprends pas trop l'intérêt, mais bon. Et alors évidemment, par rapport à ce piratage d'un niveau incroyable, il y avait des protections d'un niveau incroyable, puisque là encore, le fabricant contrôlait tous les aspects. Alors vous avez des chips qui ont été très connus, genre ici le Poki ou le Slapstick. Celui-là, c'est pas mal. C'était en 1982, un processeur relativement primaire. Il exécute du code, et ce code émule un processeur. Donc c'est un processeur virtuel implémenté en hard en 1982. Celui-là, c'est celui de Raiden 2. Ben, en 2014, il n'est toujours pas craqué. Et il y en a qui ont été effectivement... Alors parfois, il y avait des protections qui étaient de style électronique, donc c'était un peu du cryptage, du chiffrement, on arrivait à le casser, et après on avait tout le jeu cassé. Mais les bonnes protections, les meilleures protections, c'est celles où le jeu était très intégré au fonctionnement du jeu lui-même. Et comme c'est des gens qui contrôlaient tout le processus de fabrication, c'était possible. Ça donnait lieu à des très très bonnes protections. Alors on va en voir quelques-unes. Donc par exemple, dans Dodonpachi, il y a un processeur protégé, et si le processeur protégé il est absent, ben, l'ennemi ne tire pas. Donc le jeu est émulé, mais les ennemis ne tirent pas. Ou alors, dans Super Hang-On, il y a le processeur secondaire qui est parfois protégé, s'occupe de la route, et s'il est absent, ben, les routes, elles sont droites. Ou alors, un classique de chez Konami, le processeur de protection s'occupe de plein de choses, notamment les collisions. Donc, s'il est absent, ben, vous ne pouvez pas taper, vous ne pouvez pas tuer les ennemis, ils ne peuvent pas vous tuer. Et parfois, ça allait même plus loin. Et alors, carrément, pour protéger le contenu, pour protéger plus le contenu, il était sur une RAM avec une batterie. Donc, le moment où la batterie, elle meurt, bah, la RAM, elle s'efface et le jeu est perdu. Alors, ce qui est sympa, c'est que déjà, c'était même pas mentionné dans le manuel que vous avez une batterie qui était cachée à l'intérieur et qui allait tuer le jeu. Mais en plus, dans un des premiers processeurs, bah, là, c'était même pas possible d'enlever la batterie. Sinon, ça allait carrément loin avec la carte du CPS3. Et là, si vous touchez la carte en fonctionnement ou si le voltage baisse un peu, bah, le jeu, il se flingue. Bon, conséquence, le CPS3 était un échec, mais c'est vraiment pour vous dire le niveau de paranoïa. Là aussi, vous avez le petit câble qui est du mauvais côté. Si vous ouvrez du mauvais côté, hop, et ensuite, évidemment, la batterie, la garantie, elle a sauté aussi. Donc, vous vous retrouvez avec une carte morte. Et donc, ça pose le problème, est-ce qu'on a le droit de hacker ces hardware? Parce que c'est des systèmes propriétaires, on n'est pas censé y toucher. Mais d'un autre côté, si vous avez la batterie qui fuite et qui vous bousille la carte, et que le fabricant ne gère plus la garantie, bah, vous avez un presse-papier bien cher et le jeu est perdu. Bon, ça c'est pour la rétrospective et l'introduction. Maintenant, on va parler avec un exemple concret, donc on va regarder le CPS1. Le CPS1, vous le connaissez tous, vous le connaissez probablement pour ça. Je vous laisse deviner le nom. Ça s'appelle Street Fighter 2. Alors la version normale, la version champion, la version Hyper Fighting, et puis aussi sur le même hardware, des bons shoots, 1941. Là, on est un mercenaire japonais, on doit shooter un B2. Là, on s'occupe d'un tank à 3 pattes. Bon, il faut pas chercher. Ou alors sinon, on se promène en calbute dans la forêt. Ou alors, on saute contre les murs. Ou on tape du T-Rex. Et du ptérodactyle. Ou alors un dragon assis, un dragon debout, un dragon volant, ou un caïd volant. Ou alors on envahit la Russie, ou la Chine. Et puis quelques jeux sympas aussi, un peu moins d'action, mais sympas aussi. Bref, le CPS1, c'était que des très bons jeux, et le hardware était protégé, il a été hacké, il était encore plus protégé, il était toujours hacké, et ainsi de suite. Même à la fin, il avait des bonnes protections. Alors, notamment, vous avez sûrement connu les hacks de Street Fighter, avec plein de boules de feu, on change de perso, etc. Ou alors, ça c'est Final Fight, ça c'est la version originale, avec 3 persos. Et ça c'est la bootleg, où vous pouvez choisir même des persos supplémentaires. Et puis même, ça c'est le hardware original, donc avec 3 cartes mères, avec 3 cartes.
Et si on regarde une version pirate, ben, le hardware est complètement différent. Donc le fabricant gagne même plus de sous au niveau de la copie pirate. Non seulement la protection a été bousillée, mais en plus la carte a été reproduite. Donc c'est vraiment une perte financière pour le fabricant. Et la dernière version du CPS1, ben, elle avait un processeur custom avec une batterie suicide et des contenus sur la RAM. Et malgré tout, parce qu'il y avait une faiblesse dans l'algorithme de chiffrement, ben, ça a été hacké. Donc chacun de ces jeux, ils ont eu sa version pirate, etc. Donc grosse perte de sous pour Capcom, dommage. Et leur réponse, c'était le CPS2. Alors je vous ai pris une photo là avec le, vous voyez, c'est relativement gros. Et si vous ne savez pas comment ça marche, il y a un connecteur standard. Il y a un connecteur standard qui s'occupe de tout. Donc vous branchez ça et vous jouez directement avec votre interface classique. Donc le CPS2, c'était la réponse au piratage du CPS1. C'est grosso modo comme un CPS1. Et vous l'avez, il est apparu d'abord avec ça. Ce Super Street Fighter 2 en 1993. Et le CPS2 a fini avec Hyper Street Fighter 2. Super original en 2003. Donc là aussi, que des très bons jeux. Le Super Street Fighter, le Turbo, le Hyper, où on pouvait mélanger les modes, et puis la très très bonne série des Street Fighter Alpha. La parodie, qui est très très sympa, que j'adore. Un peu délirante, et les X-Men, Children of the Atom, X-Men vs Street Fighter, Marvel Super Heroes, Marvel vs Street Fighter, ça c'est un personnage caché japonais, je vous laisse apprécier sa super attaque, et le très bon Marvel vs Capcom, ça pète hein, un écran comme ça, hein. Je veux bien pour mon salon. La très bonne série des Darkstalkers, que j'adore. Enfin, tout ça, c'est de toute façon que des très bons jeux en général. Hein. Il n'y a vraiment pas de mauvais jeux. Et d'autres très bons jeux d'action. Le fantastique Alien vs Predator. Ce jeu-là est particulier parce que juste après cette version, Capcom a perdu les droits. Donc, ils n'ont même pas eu le droit de le convertir sur console. Donc, ce jeu, soit vous aviez le hardware à la maison, soit il existait nulle part. Très bons Donjons et Dragons. Par exemple, les Donjons et Dragons, eux, ils ont été convertis sur Saturn et sur d'autres consoles. Donc au moins, on pouvait jouer à une version peut-être moins bien, mais d'autres versions. Et des bons shooters, des shooters à l'ancienne, 1944, Imaho, des shooters un peu modernes, Mars Matrix, et Pro Gear. Donc ça, c'est moi qui joue et ça, c'est le niveau 2. Mais c'est un jeu cave, donc vous m'excuserez le nombre de balles à l'écran. Et puis aussi des jeux plus sympathiques, plus reposants, comme encore un Pang, Puzzle Loop et Puzzle Fighter. Donc, le CPS2, encore plus que le CPS1, c'était du très bon jeu, vraiment quasiment que des très très bons jeux. Et si on voit, ben, c'est bien le successeur du CPS1, là vous avez le CPS1 là-haut. Ensuite, le CPS2, encore plus de succès. Et là, le CPS3, là où il y avait Street Fighter 3, le CPS3, donc trop protégé, ça a été un échec commercial, trop compliqué peut-être à programmer. Le CPS3, c'est le dernier hardware fait par Capcom. Et donc, le CPS2, c'est le dernier hardware à succès fait par Capcom. Et juste pour vous donner une idée, Street Fighter, l'original, est sorti juste avant, en 87. Et après, Street Fighter 4, beaucoup plus tard. Mais là, c'est du hardware Taito. Donc, c'est plus leur hardware à eux-mêmes. Et donc, voici l'ensemble de tous les patchs, hacks, shellcode pour le CPS2, parce que le CPS2 était absolument inviolé pendant des années. Ils étaient tellement désespérés de ne pas pouvoir... Le CPS1 était hacké à mort, et le CPS2, ils étaient tellement désespérés de ne pas pouvoir le hacker, que pour avoir une version arcade hackée, ils ne pouvaient pas hacker ce jeu-là, ça c'est la version arcade originale, donc ils ont pris la version Mega Drive, ils en ont fait une version arcade. Et ils sont même gourés, ils ont fait une faute d'orthographe dans le insert coin là-haut. Donc le CPS2 était vraiment inviolable et inviolé pendant des années. Donc on va regarder pourquoi. Ça c'est la carte du jeu du CPS2 et c'est elle qui contient le jeu lui-même mais aussi la protection. Donc tout ce qui est en vert c'est en clair. Donc graphisme et son c'est non chiffré, c'est en clair. Donc c'était très facile de faire un fake et c'était très facile à réutiliser. Et ensuite, là bon ça les PALs on va voir plus tard, c'est important. Et là on a les ROM de programme qui contiennent du code et des données. Et les données sont en clair, et le code est chiffré. Et le chiffrement, les clés sont avec une batterie et stockées dans la SRAM.
Donc, en général, quand on dit le code est chiffré et les données ne sont pas chiffrées, les gens pensent, bon, ben, on va tricher le processeur, la protection, pour lui dire ça c'est de la donnée au lieu du code, et ensuite il va se déchiffrer. Le seul problème, c'est que c'était fait au niveau du processeur lui-même. C'est-à-dire qu'au moment où il va lire de la mémoire, s'il la lit pour l'exécuter, alors c'est déchiffré à la volée, en interne, et sinon, ça venait en clair. Et le pire, c'est que le pin qui nous aurait permis de modifier ce contrôle, il n'était pas disponible à l'extérieur du package déchiffrement plus CPU. Donc, ça vous explique maintenant, c'était a priori impossible de demander au processeur déchiffre-moi quelque chose, parce que c'était déchiffrement juste à la volée au moment de l'exécution. Donc voilà, vous patchez un opcode et vous vous retrouvez un écran noir et retour à zéro. Et donc pendant des années, il n'y a vraiment eu absolument aucun hack pour le CPS2. Heureusement, Capcom va faire une bourde et c'est en partie dû à ça. La Neo Geo, c'était une super console et c'est connu pour les Fatal Fury, les Art of Fighting, Samurai Shodown. Enfin, il y en a beaucoup trop, mais bon, on fait une liste rapide. The King of Fighters et Metal Slug. Enfin, et bien sûr, beaucoup d'autres jeux. La Neo Geo, c'était un hardware formidable, avec une longévité extrême, des jeux relativement similaires et des capacités relativement similaires au CPS2. Bon, faut pas se leurrer, il y a beaucoup de ces jeux, la Neo Geo était ouvert au développement aux tiers parties, contrairement au CPS2. Donc, par exemple, Metal Slug, à l'origine, n'était pas fait par les fabricants de la Neo Geo. Mais quand même, il y a des jeux là-dedans qui sont vraiment pourris, mais quand même, il y avait beaucoup de bons jeux. Et surtout, l'intérêt pour Capcom, la jalousie pour Capcom, c'est que la Neo Geo, c'était un succès en arcade, mais aussi sous forme d'une console extrêmement chère, mais le jeu sortait en arcade, et 3 semaines ou un mois après, vous pouviez l'acheter chez vous très cher et l'avoir à la maison en tant que console. Et forcément, Capcom, lui, qui n'avait qu'avec du succès qu'en arcade avec le CPS2, ben, était jaloux. Alors ils se sont dit, on va faire la même chose. Donc ils ont sorti une console qui a réussi à rendre la Neo Geo pas chère et petite. Alors si vous vous souvenez, c'était genre 4000 francs, 2000 francs le jeu, un truc comme ça, c'était hors de prix. Mais le problème, c'est que la Neo Geo, c'était des jeux récents, et là, Capcom, pour ne pas risquer le CPS2, ils ont juste sorti des jeux du CPS1. Donc des jeux qui avaient déjà plusieurs années derrière eux, et pas les tout derniers jeux. Donc cette console, le CPS Changer, ça fut un échec. Ce fut un échec. Mais en dernier recours, pour faire plaisir, pour tester le marché une dernière fois, Capcom va faire quelque chose et ça va faire une énorme bourde. Ils ont pris ce jeu CPS2 et ils vont le transformer en ça. Ils ont pris un jeu CPS2 et ils l'ont mis sur CPS Changer. Si vous avez remarqué, le son est légèrement différent parce que le processeur de son était moins puissant. Sinon, les différences sont très minimes. Mais alors, ce qui est très très important, et c'était ça la grosse faille, c'est que ce jeu-là, il est chiffré et il est sur un hardware qui a été inviolé. Et celui-là, il était en clair. Donc là, vous dites, game over. Ben, pas exactement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé le jour de la sortie de ce jeu-là? Ben rien. Ça fait déjà 2 ans que le hardware est sorti. Il est toujours inviolé. Ce jeu-là est sorti qui donne des informations en clair. Rien. Et d'ailleurs, pendant des années, ben, il ne va rien se passer. Le dragon est toujours invaincu, et pour vaincre le dragon, ben, il faut une équipe d'aventuriers. Et donc, notamment, ben, les équipes d'aventuriers, c'est un gars qui s'appelle Razula, qui a bossé sur le CPS2 au niveau du hardware. Moi, je l'ai aidé au niveau du PC, donc on travaillait front-end, back-end. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur le chiffrement. Mais il y a aussi, bien sûr, d'autres personnes secondaires qui ont travaillé sur le hardware. Donc Razula, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à regarder les ROM qui étaient dumpés de ce jeu-là, qui étaient déchiffrés. Il n'avait pas de hardware. Alors un truc qui est important, qui est un message d'espoir pour tous ceux qui sont nuls en hardware comme moi, c'est qu'on a réussi même si on n'avait vraiment pas beaucoup de connaissances. Donc c'est très important, je pense. Et donc Razula a commencé à regarder les ROM non chiffrés de ce jeu-là, et par chance, avoir ce jeu-là à la maison, la version chiffrée, protégée, c'était possible, c'était pas trop cher. Il fallait avoir la version japonaise, mais c'était pas hors de prix. Donc, il commence à faire des suppositions et il achète le matos et il commence à étudier le matos à la maison. Et puis, comme il avait besoin de quelque chose pour communiquer avec le PC, c'est là où je suis entré c'est là où j'ai eu mon rôle. Donc, pour vous le situer, ça, c'était en novembre 1999. Donc, ça fait un petit bout de temps. Donc, la première victoire de Raz, c'était de réactiver le debugger. Avant, quand vous patchez quelque chose, vous avez un écran noir. Bon, pour l'instant, on n'a aucune idée de l'algorithme de chiffrement, mais Razula a été capable de réactiver le debugger intégré, et par chance, le debugger était présent dans le jeu.
sorti en 1995. Dans les jeux en 93, il n'y avait pas de débugger. Donc tout d'un coup, on n'était plus aveugle. On ne savait pas ce qu'on était en train de patcher, mais au moins tout d'un coup, on avait un résultat. Et donc ça, c'est quoi? C'est 2000, je ne sais plus trop, c'est mai 2000, je crois. C'était la première victoire contre le CPS2. Tout d'un coup, on n'est plus aveugle dès qu'on patche quelque chose. C'est vraiment pour vous dire comment on a progressé pas à pas. Et ensuite, un beau facepalm de la part de Capcom, parce qu'un jour, Raz s'est aperçu qu'il y a des ranges, des espaces mémoire, des hauts espaces mémoire, où le chiffrement n'a pas lieu. Parce qu'avant, on patchait, votre patch était déchiffré et vous ne saviez pas ce que ça donnait, le jeu plantait. Ça plantait, on avait ça, d'accord, mais on ne savait pas ce que ça donnait. Et tout d'un coup, dans certains espaces mémoire, il s'avérait que le jeu n'allait pas être déchiffré, et donc tout d'un coup, on pouvait patcher du shellcode. Donc, pour la première fois, ça j'ai un peu oublié, c'était quand? C'était en 2000 aussi, je ne sais plus, mai 2000. Donc, on ne sait même pas pourquoi Capcom a fait ça, mais parce qu'ils n'en avaient pas besoin dans leur jeu, mais c'était une grosse faille. Donc tout d'un coup, on peut exécuter du code. Alors on peut exécuter du code juste pendant une microseconde, parce qu'il y a quelque chose qui se passe et qui nous coupe l'exécution, et puis a priori, on ne peut pas demander au processeur de se déchiffrer. En fait, si, une grosse faille de Capcom là aussi, c'est qu'il y a un des modes un peu moins connus du 68000, le programme Counter Relative Addressing, comme vous lisez de la mémoire relative à EIP en langage x86, en fait, il va le lire, mais il va lire la mémoire, mais il va le déchiffrer à la volée. Et c'est une grosse faille de Capcom parce que Sega avait des protections similaires à l'époque, mais Sega savait que ça allait être une faille, donc le chiffrement ne marchait pas dans ce cas-là. C'est même pas très clair dans la doc, mais donc tout d'un coup, on a pu déchiffrer du CPS2. Et ça, c'était juillet 2000. Donc tout d'un coup, pour la première fois, on va pouvoir déchiffrer du CPS2 un mot par mot, c'est-à-dire 16 bits par 16 bits. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un avion, je suis allé chez Raz et on a joué un peu les Lemmings. Donc Raz, il était sur le matos, il activait le switch. Moi, je lisais un Word à l'écran, je le marquais dans Excel et suivant, et ainsi de suite. Et on espérait qu'on allait casser l'algorithme comme ça. Le problème, c'est que l'algorithme était fort, donc on n'allait jamais y arriver en fait. Mais on espérait que ça allait suffire. Donc, on est un peu des Lemmings, mais on progresse quand même. Et puis sinon, alors après, une autre grosse faille, et ça c'est décembre 2000, c'est si on regarde la séquence d'initialisation du jeu CPS2 et du jeu décrypté aussi, déchiffré aussi, enfin de la version Changer qui n'est pas chiffrée, on voit cette instruction qui est bizarroïde. Et en fait, cette instruction, c'est la clé qui va maintenir le processeur de protection en vie. Avant, on avait juste une microseconde d'exécution, enfin un temps très court d'exécution, suffisant pour déchiffrer quelque chose et l'afficher à l'écran. Mais après, c'était mort. Il fallait redémarrer ces processeurs. Et on le faisait à la main, au switch. Après, grâce à cette faille, tout d'un coup, on avait un temps d'exécution illimité. On a eu beaucoup de bol parce que dans une autre version d'un jeu qui était non déchiffré, ils avaient pris la peine d'enlever la clé de validation de la protection. Donc tout d'un coup, on a un temps d'exécution illimité, on peut déchiffrer, alors on peut dumper le jeu. Bon, comment on dump un jeu quand on n'a aucune connaissance de hardware? Ben, on va au plus simple. Alors, on a utilisé les ports que le CPS2 utilise pour dire « Tiens, j'ai reçu une pièce de monnaie, c'est du 5 volts, et c'est le même voltage que le port joystick. » Donc, Raz, il envoyait des informations via le port de monnaie, et moi, je recevais des informations via le port joystick. Et j'avais mon Gravis à 4 boutons, ça tombe bien, parce que comme ça, on pouvait stocker. Et j'ai testé le protocole moi-même à la main, parce qu'on organise ça par IRC. On se disait, bon, on va faire un protocole, parce qu'au début, on a essayé de dumper comme des ports, d'envoyer les données, ça ne marchait pas du tout. On a défini un protocole par IRC, et puis moi, je testais pour être sûr que ça marche, parce qu'on n'avait aucun moyen de débugger une fois que c'était sur l'ordinateur de Razola. Donc, on a vraiment... à coup de port joystick, on a lu le premier dump décrypté de CPS2. Alors là, ça prenait 4 heures pour 1 mégaoctet, mais tout d'un coup, tada, ça c'est janvier 2001, début de janvier 2001. Les premiers, donc ça fait 7 ans, et le hardware de 8 ans 7 ans 8 ans. Le CPS2 est émulé enfin. Et heureusement, une fois le chiffrement cassé, c'était très facile à émuler parce que c'était quasiment comme du CPS1. Donc aujourd'hui, au début, il manquait juste les sprites, mais ça a été rapidement à corriger. Et puis à partir de ce moment-là, on a eu le support de la communauté. Vraiment, les gens étaient convaincus qu'on n'était pas des menteurs. Donc, c'était dans les news. Évidemment, les news l'ont mal compris parce qu'ils disent le système de protection est cassé. Non, il n'est pas cassé, on demande juste au hardware de se déchiffrer. Mais c'était cool parce qu'avant, on avait juste ça. Maintenant, bon, au début, on a eu... Oh, ça a changé la couleur bleue, génial. Mais surtout après, ben, on a eu des nouveaux jeux. Et alors, là où c'était top, c'est que ce fameux Alien vs Predator, qui allait être perdu dans l'histoire du jeu vidéo, on l'a reçu, quelqu'un nous l'a envoyé, on l'a déchiffré par le port joystick, et il était émulé et sauvé
pour de bon. Alors, est-ce que c'est game over pour le chiffrement? Pas vraiment, parce qu'on n'avait toujours aucune idée du chiffrement. Et puis, il fallait que les gens nous envoient physiquement chaque version du jeu physiquement chez Razula. Mais c'était déjà pas mal. Il suffisait que quelqu'un nous envoie un jeu, et ça y est, il était sauvé pour de bon, quoi, déchiffré. Mais je précise que Capcom eux-mêmes ne seraient pas capables. Si vous pensez, pendant 7 ans, il n'y a eu pas un seul leak d'informations, ça veut dire que vraiment, peut-être Capcom eux-mêmes ne savaient pas comment déchiffrer les jeux, quoi. C'était vraiment le secret total. On ne sait pas comment ils arrivaient à tenir autant d'informations secrètes pendant si longtemps, mais en tout cas, tout d'un coup, les gens nous envoyaient la carte et on pouvait dumper les jeux. Alors maintenant, ah oui, après, bon, les années passent, et puis on a aussi, les derniers jeux Neo Geo étaient protégés aussi. Bon, ben, on ne change pas une équipe qui gagne, et donc là, même chose, dumpé par le port joystick, ça marche, alors pourquoi pas se priver? Et donc, on a aussi contribué à dumper des jeux cryptés Neo Geo, mais là, l'algorithme de chiffrement était vraiment faible, donc c'est cool. Bon, un autre truc important, c'est que les gens qui s'en fichent de l'émulation, mais qui avaient le hardware chez eux, bah, ils allaient se retrouver avec un jeu qui allait mourir le moment où la batterie était sauvée. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on décrypte le code et qu'on le remet dans le jeu? Bah, ça ne marchait pas. Le hardware était mort vraiment, c'est-à-dire ça ne ressuscitait pas de remettre du code déchiffré dans le jeu lui-même. Alors là, c'est Raz, vous voyez, la batterie, il n'y en a plus, et tout d'un coup, il a compris comment ressusciter les cartes CPS2. Alors, en fait, il s'est aperçu que les registres qui définissent la vidéo et le son avaient changé d'adresse, ce qui fait que le jeu, en gros, il affichait plus rien et il faisait plus de son. Donc on a l'impression qu'il bootait pas. Et nous, on était incapable de voir que le processeur tournait en fait. Donc il suffit de patcher à la main tout ça et de faire attention aussi que ces intervalles mémoire ne sont pas remis à zéro par d'autres routines. Donc, on prend le code, on le déchiffre, et ensuite on le patch à la main. Et Raz, il est vraiment old school, donc MAME et IDA, il l'utilise pas trop. Mais en tout cas, ça marche. Alors tout d'un coup, c'était bien parce qu'on a pu faire, déjà, Raz, il a fait ça. Donc c'était une ROM. Si vous avez une carte qui est morte chez vous, vous prenez cette ROM sur un seul component, vous la mettez, et ça va marcher avec tous les jeux. Ça va vous dire si en fait le hardware, il est complètement mort, ou il est juste déchiffrement mort. Enfin, il a perdu ses clés de déchiffrement. Donc ça, c'était très cool. Donc tous les gens qui avaient du hardware mort chez eux pouvaient tout d'un coup voir à quel point il était mort, et après, de l'espoir de pouvoir ressusciter. Et après, Razula a fait des versions immortelles qui, elles, vous prenez le jeu, vous coupez la batterie, vous l'enlevez, vous mettez cette version-là, et le jeu ne mourra jamais, parce qu'il n'y a plus besoin de chiffrement. Il a même rajouté un petit menu sympathique, avec d'autres options. Alors après, ça a évidemment permis les versions pirates. Donc là, les composants de ROM, ils ont été remplacés par d'autres composants. Et c'est plus Megaman 2, mais c'est Gigaman 2. C'est pas très original. Par contre, il y a du travail un peu mieux qui a été fait. Et donc là, on rajoute une carte pour hooker les contrôles et une autre carte de composants. Et maintenant, vous avez une carte CPS2 qui joue tous les jeux. Donc là, vous avez GigaWing. Vous appuyez sur une séquence pour un menu spécial. Et vous sélectionnez un jeu. Et votre hardware reboot sous un autre jeu. Donc ça, c'est très très cool comme version bootleg, très efficace. Bon, on a eu un autre truc. Jets, tu peux te lever? Donc on a une autre truc, c'est que ça, c'est Alien vs Predator. Et ça, ben, c'est Alien vs Predator aussi, puisque la licence avait changé. Et à cause de ça, les jeux n'ont pas grand-chose à voir, vous voyez, mais peu importe, c'est une histoire de licence. Et on s'est pris des menaces d'un avocat, et tout d'un coup, ils nous ont coupé l'accès web, etc. Et alors là, je tiens à remercier, ça me fait très plaisir de présenter devant ces gars-là, que les gars à Demi France nous ont tout de suite aidé à porter du secours. Jess, tu peux te lever? On peut l'applaudir, merci à ton soutien. Parce que honnêtement, tout ça, c'était pas juste Raz et moi, c'était plein d'autres gens qui ont aidé, mais c'était aussi le soutien de la communauté qui nous aidait financièrement ou d'autres trucs, etc. Donc ça n'aurait pas été possible sans ça. Bon, alors après, même les jeux les plus inconnus étaient émulés, c'est cool. Ils ont même fini par nous envoyer ces jeux-là qui n'avaient pas trop d'intérêt que peut-être pour les Japonais, mais ces jeux-là, ils nous ont envoyés et on les dumpait par joystick. Mais on était quand même bloqués, mais quand même ça continuait. Bon, c'est très bien. Mais on connaissait toujours pas l'algorithme de chiffrement. Les années passent, maintenant on est en 2005. Mais donc il fallait quelqu'un qui continue à notre place, parce que pour déchiffrer toutes les combinaisons de clés et d'adresses, donc 8 gigas de données, il nous aurait fallu 200 ans. C'est un petit peu long. Donc si vous ne pouvez pas abattre votre ennemi, vous appelez vos potes et vous lui foutez la pâtée. Et donc, c'est là où il y a un Captain America de l'émulation, il s'appelle Charles McDonald. Alors Charles McDonald, c'est un mec incroyable. Vous lui donnez du matos, il analyse, il le documente, et il crée lui-même son petit truc pour hacker le hardware, et parfois il écrit même les émulateurs. Donc vraiment, Charles contre émulateur, c'est victoire à 500%, quoi. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait des petits composants qui sont là pour le mapping memory, le mapping de la mémoire.
Et on ne peut plus lire la configuration de ces trucs-là. Il a construit son périphérique qui permet non pas de lire les configurations, puisque vous ne pouvez plus la lire, mais de, lire de faire du blackboxing, de lire toutes les combinaisons, et comme ça de générer les équations. Donc tout d'un coup, il avait plus de contrôle sur le CPS2 que nous n'en avions. Donc tout d'un coup, il a pu faire une attaque d'ordre supérieur parce que that's how he rolls. Et donc, il a créé son propre périphérique dédié à ça. Et là, vous voyez son périphérique. Donc là, il y a le CPS2 avec la batterie. Et là, il dump directement par le port d'extension vers USB. Donc nous, il nous aurait fallu 200 ans. Lui, il lui fallait juste 17 heures pour dumper 8 gigas de toutes les combinaisons. Alors, 8 gigas de données pseudo-aléatoires. L'algorithme était fort. Pas aussi fort qu'AES, mais c'était quand même quelque chose toujours inviolé. Et là, c'est genre 10 ans, 12 ans après la sortie du hardware, toujours inviolé l'algorithme, pour vous donner une idée. Bon, alors moi, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais j'ai reçu 3 fois 8 gigas de données aléatoires sur plein de CD. Bah, je suis allé nulle part. Bah, ça tombe bien parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes pour ça, et notamment Andreas Naive et Nicolas Salmoria, c'est l'auteur de MAME. Eux, ils sont très bons, vous leur donnez des chiffres et ils vous trouvent l'algorithme. Donc, ils ont déterminé que c'était un algorithme custom à base de réseau de Feistel, et ils ont progressivement réduit les 8 gigas à 4 gigas, à 128 kilooctets, etc. Et à la fin, ils ont réduit ça à 64 kilooctets. Donc, tout d'un coup, ils ont même fait une attaque à partir d'un dump déchiffré. Vous pouviez déterminer la clé, et en ayant la clé, vous pouvez déchiffrer toutes les versions du jeu. Donc, c'est très bien parce que, par exemple, ça, c'est Echo Fighter version japonaise. La version japonaise est super rare. Et donc, on avait le dump de la version européenne, déchiffré. On obtient la clé, et maintenant, on peut déchiffrer la version japonaise, hyper rare. La dernière attaque contre le CPS2, c'était Rockman. Ce jeu-là, en version japonaise, est hyper rare. Et c'était hors de question que le mec qui a le seul exemplaire connu nous l'envoie. Et là, ils ont fait la dernière attaque, c'est David Haywood, qui a fait la dernière attaque contre ça, une attaque de texte connue contre le CPS2. Donc cette fois, juste à partir d'un dump chiffré de CPS2, on pouvait déterminer la clé et ensuite déchiffrer le jeu. Donc maintenant, à ce niveau-là, le CPS2 est complètement mort. C'est une belle victoire. On a complètement anéanti l'ennemi parce que les jeux sont restaurés, les jeux sont déchiffrés, émulés et ressuscités. Donc vraiment une superbe victoire. Bon alors, est-ce que la conclusion, on n'a pas fini complètement parce qu'on est toujours obligé de patcher les jeux. On est toujours obligé de patcher les jeux. C'est juste, il y a 2 ans qu'est apparu le matériel original qui permettait de modifier les boards CPS2 en place. Mais honnêtement, on ne va pas aller plus loin dans le hack parce que Razula, il a revendu tout sous CPS2. Maintenant, c'est tout émulé, etc. Je pense qu'on ne va plus y toucher. Il y a d'autres trucs qui se font. Alors, comment est-ce que Capcom a réussi à maintenir le secret pendant tant d'années? On soupçonne que en fait, les gens qui avaient créé le chiffrement n'étaient pas dans Capcom, c'était une société externe, comme ça maintenait une confidentialité extrême, parce que pour le chiffrement de la Naomi c'est ces jeux-là par exemple, le chiffrement était similaire, et en fait ça a resservi. Donc là vous avez, ici il y a la Naomi, derrière c'est branché à la Naomi, là vous avez le chip de protection, et là vous avez un outil qui intercepte la clé. Donc on soupçonne que, pourtant Naomi c'est du jeu Sega, donc on soupçonne que la même boîte a servi à d'autres jeux, et c'était pas Capcom eux-mêmes qui le font, sinon il y aurait eu du leak. Un autre truc qui est cool, c'est que le CPS3 s'est fait hacker récemment. Donc le CPS3, c'est pas beaucoup de jeux, hélas, juste 5 jeux, mais c'était super protégé. L'algorithme de chiffrement était faible, mais le hardware était vraiment fragile, donc très difficile à analyser. Et qui a cassé l'algorithme de chiffrement? Andreas Naive. Et là, vous avez une carte de CPS3, il n'y a plus la batterie, mais en plus, le processeur, qui est un processeur un peu custom, avec les opcodes différents, ils ont remplacé par le processeur standard. Donc le CPS3, là aussi, est complètement restauré. Alors maintenant que tous ces hardware ont été cassés, je voudrais insister sur le fait que certains hardware, encore une fois, n'auraient jamais pu être cassés ou émulés sans le support de la communauté. Donc ça, c'est un vieux hardware, le hardware des Gradius, qui utilisait une mémoire qui était très fragile. Donc, c'est hors de prix maintenant de maintenir ces jeux en état de fonctionnement. Un truc qui est rigolo, c'est que c'était donc une mémoire ici, spéciale, vraiment fragile, et pour que le jeu marche, il fallait qu'il atteigne une certaine température. Donc ce compte à rebours, ça met 6 minutes en hiver pour que le jeu atteigne les 30 degrés nécessaires pour fonctionner. Mais pour moi, c'est aussi évocateur du compte à rebours de ces jeux sur un hardware hyper fragile, qui date d'il y a hyper longtemps, et qui sont en train de mourir si on n'a pas un support de la communauté, d'une façon ou d'une autre. Un autre truc très cool, c'est ce jeu-là. Ce jeu-là a été restauré récemment, Last Survivor. Je trouve que le nom est très évocateur, de 1989. Et Last Survivor,
c'était un jeu qui était considéré comme perdu, qui avait que quelques exemplaires, et il a été restauré récemment, 23 ans après. Et c'est un jeu qui est historiquement intéressant parce que c'était un des premiers FPS en écran splitté, bien avant Wolfenstein 3D. Donc c'est toujours intéressant, et sans support de la communauté, on n'y arriverait jamais. Donc voilà quelques liens. Et si vous avez des questions pour l'instant, avant qu'on commence les bonus? Sur les bornes d'arcade, il n'y avait pas une faille aussi au niveau des monnayeurs? Parce que je sais qu'il y avait une faille au niveau des monnayeurs où on pouvait jouer gratuitement. C'était atteindre un petit fil qui permettait de mettre des crédits gratuits en battant les doigts par Oui, le... ça s'est fait ça, mais ça c'est juste le monnayeur, je ne m'intéressais pas à ça. Mais effectivement, on prenait un allume-gaz sans le bec et on mettait dedans, etc. Ou bien on retirait le truc le retour pièce et on rentrait le doigt pour toucher un fil pour faire les crédits. C'était ça? Un truc de ce principe-là? Je sais pas ça. Moi je mettrais la pièce et je jouerais, je sais pas. Ouais, ou alors je le hack et je joue à la maison. Ok, merci. Ça va au niveau temps? Il y a des bonus, donc ça va. Ouh, il est loin là. Ouh, il est loin. Le marathon. Le marathon. Merci pour ta conférence déjà, parce que c'était super instructif. Merci. Par contre, j'avais entendu dire qu'il y avait encore des PCB arcade qui n'étaient pas encore craqués, notamment une espèce de Neo Geo taïwanaise sur Polygame Master. Je ne sais pas si ça te parle ou pas du tout. Si, Polygame Master, ouais. Ça se fait hacker, mais après, je sais pas trop. Maintenant, j'ai un peu laissé tomber, pour être honnête, parce que ça m'a un peu épuisé de faire cette préso et de hacker tout ça. Mais oui, c'est en cours de hack. Il y a quand même des jeux qui sont exécutés. Après, je sais pas trop. Peut-être, en fait, ils attendent que ce soit suffisamment vieux, mais je sais pas trop en détail. Mais effectivement, je sais que ça résiste encore, mais il y a comme des jeux comme Demon Front, qui est un peu le successeur de Metal Slug, qui a été émulé récemment. Mais la version 2 de Polygame Master n'est toujours pas craquée, je crois. Ah bon, bah. Bon courage, hein. Moi je suis un peu vieux, alors à vous. Question ou bonus? Ah, on m'a enlevé le son là. On m'a enlevé la vidéo. J'ai encore des bonus après, hein, si vous voulez. S'il n'y a pas de questions, on peut commencer les bonus? Ah bah, il y a une question, alors il n'y a pas de bonus. Est-ce que, très très bon speech, hein, merci, très instructif, hein, et on sent le passionné. Ma question est la suivante, est-ce que les systèmes de protection avec l'arrivée d'Internet et cette connexion online que certains jeux demandent, est-ce que tu penses que ça renforce de façon significative les protections par rapport à des systèmes qui étaient plutôt déconnectés comme ceux que tu nous as présentés? Moi je pense que c'est pas la même chose. Tu parles des jeux récents ou qui doivent être connectés en permanence maintenant? Oui, tout à fait. Ben là, je pense que c'est pas du tout la même chose parce que là, c'était des gens qui contrôlaient, c'est ceux qui faisaient le jeu qui contrôlaient aussi. Maintenant, les protections, c'est vraiment des choses qu'on applique de façon externe au programme final. Donc, c'est pas les gens qui font le jeu qui contrôlent la protection. Je pense que c'est surtout une histoire de rentabiliser un peu, mais je pense que ça casse aussi beaucoup les pieds. Moi, je vais rester dans le temps. Et ce jeu, jouer à un jeu en single player alors qu'on est obligé d'être connecté, pour moi, c'est pas un jeu, quoi. C'est une arnaque. Mais bon, c'est personnel. Hein. Ok, merci. Encore une question. Enfin, merci pour la présentation. On a bien saisi l'aspect historique, la protection, comment ça se faisait jusqu'à présent. Alors j'ai bien compris que vous aviez arrêté apparemment. Mais je sais qu'il y a encore une production de machines d'arcade, ça existe encore et apparemment les Japonais en sont relativement friands. Est-ce que vous vous êtes penché sur les mécanismes de protection des machines modernes, enfin des machines qu'on a maintenant, des machines qui peuvent être pas encore totalement anciennes, mais je sais qu'il y en avait qui étaient basées sur la Dreamcast par exemple et qui ont continué après. Est-ce que vous êtes intéressé aux méthodes de protection qu'elles utilisent? La Naomi, c'est la console qui est basée sur la Dreamcast. Et à ma connaissance, tous les jeux arcade basés sur la Dreamcast, donc Naomi 2, Hikaru, tout ça, c'est déjà craqué. Et c'est émulé avec des gènes. Enfin, il faut aller voir sur EMU France, de toute façon, il y a tous les émulateurs en cours. Merci. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci.